Bon matin à tous et à toutes. Je me permets, bon matin à tous et à toutes. Heureuse de vous retrouver pour cette deuxième journée du rendez-vous international de l'innovation en justice. Alors, nous avons eu hier une journée bien remplie, hein, euh, inspirante à tous égards et cette prometteuse riche en échanges. Nous avons au menu donc deux panels ce matin, une table ronde en après-midi. Sans plus tarder, je vous présente la première. Le format est un peu différent. On va prendre le panel. Ça va nous réveiller, hein, à être attentifs. Alors, le thème de ce premier panel, la résolution des conflits, passe-t-elle par la participation des justiciables? Notre première conférencière, Catherine Sama. Catherine Sama est candidate au doctorat dans le cadre d'une cotutelle entre l'Université de Montréal et l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ses travaux de recherche portent sur l'interaction entre l'action collective et les nouvelles technologies. Elle est actuellement chargée de TD en droit judiciaire privé à Paris 1 et elle agit à l'Université de Montréal en tant que chargée de cours et assistante de recherche au laboratoire sur les actions collectives. Alors, à vous la parole pour les prochaines 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet fort intéressant qui s'intitule Le recours aux plateformes numériques pourrait-il favoriser le règlement à l'amiable de l'action collective au Québec et en France? Donc, commençons par définir. OK, c'est bon. Donc, commençons par définir la notion de l'action collective. En fait, l'action collective, c'est un véhicule procédural qui permet à un ensemble de victimes qui se disent lésées en raison de la même faute qui a été commise par le même malfaiteur et leur permet de se regrouper dans une seule demande judiciaire afin de se faire indemniser pour les préjudices qu'elles auraient subis. En fait, l'action collective a été introduite au Québec par la loi sur le recours collectif de 8 juin 1978. Elle a été inspirée du modèle de la class action moderne américaine de 1966 et les deux modèles de la class action moderne américaine et de l'action collective québécoise ont ensuite servi d'inspiration pour l'introduction d'un véhicule procédural similaire en France dénommé action de groupe. L'action de groupe a été introduite en France par la loi dite la loi Damon du 17 mars 2014. En fait, étant donné que l'action collective québécoise et l'action de groupe française sont des véhicules procéduraux similaires, ces deux véhicules procéduraux regroupent trois objectifs communs qui sont les raisons d'être de ces deux véhicules. Ces trois objectifs sont l'accès à la justice, l'économie des ressources judiciaires, la dissuasion des comportements répréhensibles. Donc, commençons par la notion d'accès à la justice. Comme on le connaît toutes et tous, l'accès à la justice est un principe fondamental qui signifie le droit à l'accès au tribunal. Et il a été en fait rattaché à la notion du procès équitable prévue à l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ceci par la jurisprudence de la CEDH dans un arrêt de fort envergure nommé l'arrêt Golder. Et il s'agit également d'une norme de référence dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais en fait, dans le contexte d'une action collective et d'une action de groupe, la notion d'accès à la justice s'avère en fait plus une notion polysémique qui peut revêtir plusieurs sens. Donc, selon une première acceptation classique, donc la notion d'accès à la justice dans le contexte d'une action collective signifie l'accès aux tribunaux à des personnes qui autrement n'auraient jamais eu une telle opportunité, soit pour des raisons financières, comme par exemple
le cas des consommateurs qui sont réputés pour la modicité de leur réclamation, soit pour des raisons psychologiques, comme par exemple le cas des victimes d'agressions sexuelles qui ont qui se voient devant de sérieux obstacles d'accès aux tribunaux. Mais pour le juge Winkler, l'accès à la justice dans le contexte d'une action collective signifie un accès plus économique aux tribunaux et la possibilité de voir le litige résolu d'une manière équitable et rapide. Le juge Wagner voit à son tour que l'accès à la justice par l'action collective, c'est un enjeu beaucoup plus large que le simple accès aux tribunaux. Il comprend en effet un volet substantiel qui se matérialise par l'obtention d'une réparation appropriée au terme du recours entrepris. Le professeur Pierre-Claude Lafont observe également que la légitimité de l'action collective ne s'incarnera que si les membres parviennent à obtenir une indemnisation. Et donc, selon notre propre constatation, la notion d'accès à la justice dans le contexte d'une action collective, donc qu'elle soit québécoise ou française, c'est une notion multidimensionnelle, chaque composante étant complémentaire de l'autre. Elle signifie tout d'abord d'assurer l'accès aux tribunaux dans des situations où l'action individuelle semble peu probable et d'offrir aux victimes un processus souple et rapide qui aboutira finalement à un jugement équitable leur garantissant une indemnisation adéquate. En ce qui concerne le deuxième objectif de l'action collective et de l'action de groupe, c'est l'économie de ressources judiciaires. En fait, le fait de regrouper des réclamations individuelles semblables permet d'éviter la duplication des jugements et l'allocation des ressources judiciaires à la résolution d'autres conflits. En ce qui concerne le troisième objectif, qui est la dissuasion et la modification des comportements répréhensibles, ce dernier se manifeste à la suite des montants considérables en dommages et intérêts qui sont engendrés normalement par une action collective et qui obligent les malfaiteurs et ceux qui se livrent à des activités similaires de modifier leur comportement pour éviter d'éventuelles actions collectives. Donc, et malgré que l'action collective québécoise et l'action de groupe française ont été conçues pour permettre un meilleur accès à la justice, la réalité montre en fait un clivage important entre la conception théorique de l'action collective et de l'action de groupe et leur application dans la pratique. En effet, ces véhicules procéduraux entravent aujourd'hui eux-mêmes l'accès à la justice, tout en créant une crise d'accès à la justice au Québec et en France. En fait, la crise d'accès à la justice engendrée par les actions collectives au Québec se manifeste par un engorgement des tribunaux. En effet, on a actuellement 540 dossiers d'action collective devant les tribunaux québécois. Et ceci a pour effet d'allonger les délais qui étaient initialement préoccupants de ce véhicule procédural. On parle des délais qui s'élèvent jusqu'à 7 ans et 92 jours, et ceci après la création d'un groupe, du groupe de 10, qui est un groupe de 10 juges. Donc, il a été créé en 2018 à la Cour supérieure du Québec donc dans le but de diminuer l'engorgement des tribunaux par les actions collectives et diminuer les délais. Et malgré la création de ce groupe-là, les délais ont diminué de juste 1 an. Donc, un été de 8 ans, et maintenant, on est à 7 ans et 92 jours. Donc, et on parle ici de la procédure judiciaire, donc, et non pas de l'extrajudiciaire. Et en fait, et même pour les procédures extrajudiciaires, les délais sont aussi importants. Et en fait, ils sont quand même surprenants parce que 82,4% des actions collectives au Québec se règlent à l'amiable. Donc, en ce qui concerne les modalités de règlement à l'amiable de l'action collective québécoise, donc ils sont au nombre de deux. Donc, le règlement à l'amiable se fait soit par une médiation collective, soit pour une conférence à l'amiable de règlement à l'amiable, CRA. Donc, la médiation collective, c'est un processus de négociation assisté par d'un tiers nommé le médiateur. Donc, la durée moyenne de la médiation collective, c'est de 3 ans, 125 jours, alors que pour la CRA, c'est aussi un processus de négociation qui est assisté par un tiers, mais dans ce cas, le tiers, c'est un juge conciliateur. Et la durée de cette procédure, c'est de 5 ans
est de 135 jours. Donc, c'est assez surprenant pour un règlement extrajudiciaire des litiges. Donc, et en fait, la médiation collective ou la CRA, ils aboutissent normalement à une transaction collective. Et pour que cette transaction collective ait une force exécutoire, elle doit être approuvée par un juge. Et ceci parce que le juge, dans le cas d'une action collective, il est considéré comme étant un gardien des intérêts du membre de groupe. En fait, et cette approbation par le juge, en fait, se fait selon 9 critères d'appréciation qui sont inspirés, en fait, de l'ouvrage américain Newburgh on Class Actions. Et ceci pour aider le juge à dire que l'action collective est équitable et raisonnable et dans le meilleur intérêt du membre de groupe. Et en fait, le problème, c'est que avec ces critères d'approbation, donc bien qu'ils soient objectifs, mais ils sont interprétés différemment par les juges. Donc, on voit ici que les juges ont une marge de manœuvre importante dans l'interprétation de ces 9 critères, ce qui fait en sorte que cette interprétation soit loin d'être objective et ce qui fait une grande divergence d'interprétation d'un cas à un autre. Donc, en ce qui concerne la crise d'accès à la justice engendrée par l'action de groupe française, donc ici en France, on n'a pas une crise d'engorgement de tribunaux, mais plutôt cette crise, elle est engendrée par l'ineffectivité de l'action de groupe en plus des longs délais. En fait, depuis l'introduction de ce véhicule procédural en 2014, on a juste 32 actions de groupe qui ont été intentées en France. On a 3 jugements et 3 transactions. En ce qui concerne les délais, donc pour la procédure judiciaire, elles peuvent s'étaler de 3 à 9 ans. Et pour la procédure extrajudiciaire, la durée moyenne de cette procédure est de 3 ans. Donc, en ce qui concerne les modalités du règlement à l'amiable de l'action de groupe, on a ici une seule modalité qui est la médiation collective. Cette médiation est réservée en France à l'initiative d'une association de défense qui représente les membres du groupe et qui est normalement agréée par l'État. Et la médiation collective, elle se déroule suivant des règles qui sont établies par le Centre de médiation et de l'arbitrage de Paris, et ces règles datent depuis 2010. Et aussi, tout comme pour le règlement à l'amiable de l'action collective québécoise, la médiation collective en France, elle doit aboutir à une transaction et cette transaction, elle doit être aussi homologuée par le juge. Et si le juge il doit juger que cette transaction elle est conforme aux intérêts des membres du groupe. Mais il n'y a aucune mention des critères sur lesquels le juge se base pour juger que cette transaction est équitable et elle sert les intérêts des membres du groupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? On pourrait remarquer une sorte de similarité entre les mécanismes de règlement à l'amiable de l'action collective et de l'action de groupe. En fait, on peut détecter qu'il y a 3 étapes semblables. La première étape, c'est l'étape de négociation assistée des parties. La deuxième étape, c'est l'approbation par le juge dans les deux mécanismes. Et après, en fait, l'approbation de la transaction, puisque le but de l'action collective québécoise et de l'action du groupe français, c'est l'indemnisation des victimes, on procédera à l'étape d'indemnisation où les indemnités seront distribuées aux membres du groupe. Et en fait, ces 3 étapes sont problématiques. La première étape, il y a souvent des conflits entre les parties, ce qui rallonge les délais. Dans la deuxième étape, qui est l'étape d'approbation par le juge, les critères ne sont pas clairs, il y a un manque d'objectivité. Et en ce qui concerne l'indemnisation des membres de groupe aussi, cette étape est problématique puisque jusqu'à maintenant, elle se déroule selon des méthodes classiques. Par exemple, on envoie des chèques à domicile et donc on passe par le greffe du tribunal. Ça prend aussi plusieurs années pour qu'un un membre du groupe reçoit son indemnisation. Et donc, ici, devant ces problèmes, on se demande quelle est la solution possible à cette crise d'accès à la justice qui est engendrée par l'action collective québécoise et l'action du groupe française.
Et dans ce sens, donc le juge Jean-François Roberge mentionne que pour relever le défi d'accès à la justice, il est fondamental de repenser l'offre de la justice. Le ministre aussi de la justice française, Éric Dupond-Moretti, affirme dans ce même sens que la justice est bien à la fois les grands principes qui fondent la République, la démocratie, le pacte social, mais c'est aussi un service public spécifique qui doit répondre aux exigences d'efficacité et de modernisation. Donc, dans le contexte actuel de l'action collective et de son homologue, l'action de groupe, repenser l'offre de la justice implique, selon nous, d'envisager des mesures visant à améliorer la qualité du processus et à réduire les délais qui y sont associés. Donc, comment on pourrait y arriver? Donc, selon nous, on pense que la solution qui est convenable, c'est le recours aux plateformes de règlement en ligne des litiges. Donc, c'est quoi le règlement en ligne des litiges? En fait, c'est une manifestation de la fusion entre la technologie d'une part et le système judiciaire d'autre part, qui a généré un nouveau paradigme qui est baptisé la cyberjustice. Et selon le professeur Nicolas Vermès, les plateformes de règlement en ligne des litiges peuvent être définies comme étant des mécanismes de négociation, de médiation, d'arbitrage en ligne qui, sur une base d'une infrastructure solide, automatisent certaines fonctions, modélisent le cadre processuel pertinent et offrent une interface à partir de laquelle toutes les étapes de la procédure peuvent être accomplies, documentées et archivées. Et donc, la première plateforme de règlement en ligne de litige au monde, pourquoi ça ne marche pas ici? Ok, ça ne marche pas ici, mais ça. Ah, ça, ok. Je m'excuse. Et en fait, la première plateforme de règlement en ligne de litige au monde et qui a été capable d'offrir des services de médiation et d'arbitrage en ligne a été baptisé le cybertribunal et a été lancé en 1996 à l'Université de Montréal. Et malgré le scepticisme initial de la communauté juridique, ce projet, en effet, a connu un grand succès et s'est ensuite métamorphosé en une série de plateformes numériques telles que eResolution, Ecodir et Parle. Donc, parlons en fait de l'expérience de la plateforme Parle. La plateforme Parle, c'est dénommée la plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne. Elle a été lancée en 2010 par le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal et l'Office de protection de consommateurs OPC. Cette plateforme, en fait, vise à régler les litiges de consommation, mais les litiges individuels. Et le processus, donc après l'expérience, le processus de règlement en ligne via la plateforme Parle a montré qu'il était 12 fois plus rapide et 12 fois moins coûteux que le processus judiciaire étatique. Et donc, la plateforme a aussi apporté une solution pour la névrose du litige, donc pour les obstacles psychologiques aussi. Il y avait des situations où il y avait une relation très acrimonieuse entre les parties, de telle sorte qu'il était difficile de les joindre dans une seule salle. Donc, et aussi la procédure via la plateforme Parle s'est avérée être une procédure très flexible et donc elle offrait un caractère asynchrone des échanges qui permettaient aux justiciables de se connecter à la plateforme à leur propre horaire. Et aussi, il y a eu un sondage de satisfaction auprès des utilisateurs et ce sondage, il a révélé donc que la qualité de processus a été évaluée à 77% et la qualité du résultat a été appréciée à 78%. Et donc, et aussi les justiciables, ils ont éprouvé leur satisfaction quant aux conditions équitables de la plateforme qui encourage les parties à négocier. Et donc, selon nous, nous pensons que le recours à une plateforme de règlement en ligne de litige pourrait améliorer le règlement à l'amiable de l'action collective, tant au Québec qu'en France, tout en encadrant d'une manière plus stricte et plus efficace chacune des trois phases de ce processus, à savoir la phase de négociation, la phase d'approbation et la phase d'indemnisation. Et donc, on aura comme résultat une amélioration de la qualité de processus, réduction des délais, amélioration du résultat, meilleur accès à la justice et confiance des citoyens en l'état de droit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Samara, pour, euh, pour ce regard croisé et clair sur la médiation en matière d'action collective en France et au Québec. Alors, nous enchaînons avec une présentation avec une approche comparative également, intitulée L'évolution de la justice restaurative en France et au Québec, une approche comparative. Notre conférencière Agère Raoudi. Bonjour. Donc, Madame Raoudi est maîtresse de conférences en droit à l'Université de Rouen, Normandie, pardon. Ses domaines de recherche et d'enseignement portent sur le droit pénal comparé et le droit pénal international. Elle s'intéresse particulièrement à la question de la réception des différences culturelles dans les politiques pénales contemporaines. À vous la parole. Je vous remercie et je voudrais commencer par dire tout le plaisir que j'ai d'assister à ce premier rendez-vous de l'innovation en justice. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs, alors non seulement pour l'excellente organisation, mais aussi d'avoir pensé à ce thème de justice réparatrice, justice restauratrice selon les appellations officielles. Parmi les questionnements sur les transformations de la justice, parce que ce thème reste toujours d'actualité et sujet lui-même à des évolutions et à des transformations très intéressantes et qui justifient qu'on s'y intéresse à nouveau. Je vous remercie donc, et c'est donc sous le double prisme de l'évolution et de la comparaison que je vous propose d'explorer cette notion dans l'optique de répondre à la question centrale de ce panel, et plus précisément, je l'ai reformulée, dans quelle mesure le développement de la justice restaurative est-il révélateur de transformation dans la manière de résoudre les conflits nés d'une infraction pénale? Avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter quelques instants sur le choix de la terminologie, parce qu'il y a quand même une diversité, et le choix de la comparaison France-Canada. Première question donc introductive. Pourquoi tant de qualificatifs et de quoi sont-ils porteurs? Alors, il faut revenir aux origines de cette notion qui apparaît en langue anglaise sous le vocable restorative justice dans les pays anglo-saxons pour désigner des pratiques de justice traditionnelles. Traditionnelle de résolution des conflits issus de cultures indigènes, telles que les cercles de guérison, les conférences de groupes familiales maoris, les cercles de sentences autochtones au Canada. Donc, différentes pratiques traditionnelles désignées sous ce vocable-là. La traduction francophone du concept anglais a donné lieu à une variété de qualificatifs, de vocables. Au Canada, au Québec précisément, on emploie le terme justice réparatrice. La France a choisi l'appellation justice restaurative et la Belgique celle de justice restauratrice. Au niveau international, les deux appellations se côtoient. Les Nations Unies et l'Union européenne préfèrent l'emploi du vocable justice réparatrice, alors que le Conseil de l'Europe, par exemple, choisit le vocable justice restaurative. En plus des textes officiels, on dénombre et on recense dans la littérature plusieurs autres qualificatifs: justice reconstructive, justice transformatrice, justice créative, justice participative, etc. Alors, que révèle cette diversité terminologique? D'abord, elle souligne que la notion connaît un grand succès au vu de l'intérêt tant scientifique qu'institutionnel au niveau interne et international. Et elle témoigne aussi de la diversité des finalités et des rôles assignés à cette justice: réparer les torts causés par l'infraction, restaurer les liens brisés par le crime, transformer le modèle de justice, reconstruire les relations détruites, etc. Mais malgré cette variété, qui est parfois porteuse de confusion, des éléments ou des principes communs émergent. Il s'agit d'une autre approche de justice, autre que celle majoritairement en cours dans les pays occidentaux, fondée sur une autre approche du crime, entendue non seulement comme une atteinte comme une transgression plutôt de la norme étatique, mais comme une atteinte aux individus, aux relations et à la communauté, et dont la réponse est apportée par la participation active de tous les parties intéressées, concernées par l'infraction, à savoir la victime, l'auteur de l'infraction et les autres membres de la collectivité. Donc, de ces trois principes fondateurs émerge une autre conception
conception de la justice, qui n'est plus centrée sur la question de la sanction du coupable et la réparation de la victime, mais plutôt sur le retour à l'équilibre et à l'harmonie sociale grâce au dialogue et à la prise en compte des besoins de chacun. Passons maintenant à la deuxième comparaison. Pourquoi une comparaison France-Canada? Alors, au-delà de rendre hommage au double patronage de ce bel événement, il y a évidemment d'autres raisons plus objectives à ce choix. La première est sans doute, et la plus évidente d'ailleurs, tient au rôle pionnier du Canada dans la promotion, la diffusion de la justice réparatrice depuis plus d'une trentaine d'années. L'importation de ce modèle en France a été plus tardive, officiellement avec la loi du 15 août 2014, dite loi Taubira, du nom de la garde des Sceaux, qui, pour l'anecdote, avait visité le Québec et des rencontres détenues-victimes quelques mois avant l'adoption de la loi. Mais même avant la réforme, il faut aussi signaler tous les échanges et partenariats scientifiques entre les collègues québécois et les collègues français qui ont balisé le chemin de la réforme. Et je pense notamment à la formation des futurs formateurs français par les collègues québécois. Voilà, donc la deuxième raison de cette comparaison, de ce choix de la comparaison, a trait aux différences justement culturelles, sociales et juridiques présentes des deux côtés de l'Atlantique et qui permettent de questionner le degré de fidélité de la version française au modèle original canadien. Et la comparaison a justement permis de soulever, on le verra plus tard, quelques différences fondamentales dans la conception et la mise en œuvre de la justice restaurative pour l'adapter à la culture et au contexte français. Enfin, la démarche comparative ne doit pas se limiter à relever les similitudes et les divergences entre les deux systèmes en comparaison, mais cherche à dégager des mouvements qui transcendent les disparités nationales. Et c'est justement l'objet du questionnement sur l'évolution de la justice restaurative qui permet d'observer un double mouvement. D'une part, et ça sera la première partie, un développement certain de la justice restaurative porteur d'innovation. Et d'autre part, ce développement est néanmoins limité par l'emprise ou la dépendance au système traditionnel de référence. Commençons donc par cette première partie sur le développement certain de la justice restaurative porteur d'innovation. Et sans tarder, nous allons explorer les raisons, puis les manifestations de ce développement. Alors, concernant les raisons, de nombreuses études mettent en évidence la corrélation entre l'engouement pour les pratiques restauratives, telles que les rencontres détenues-victimes, les médiations ou encore les conférences restauratives, et la crise du système pénal en proie à des remises en cause internes, mais aussi à la défiance de l'opinion publique. Les critiques de la justice pénale moderne s'appuient sur le constat de l'échec des réponses punitives et de la logique du tout répressif qui caractérise la matière pénale. En effet, malgré donc l'inflation à la fois législative et contentieuse que connaît le droit pénal, les taux de récidive et de criminalité n'ont pas pour autant baissé. Au contraire, elle est même à l'origine de plusieurs dysfonctionnements, tels que ceux qu'on a vus hier, engorgement des tribunaux, souffrance professionnelle à cause de la surcharge du travail, surpopulation carcérale, etc. Donc ces dysfonctionnements conjugués au traitement médiatique qui est rarement favorable des affaires pénales n'améliorent pas la perception de la justice par nos concitoyens, comme en témoignent les sondages et les sondages d'opinion et les enquêtes sur la confiance dans le système de justice pénale. Alors, une autre raison avancée concernant ce développement de l'approche restaurative consiste dans la prise en compte croissante des besoins des victimes et plus particulièrement de leur besoin d'obtenir des réponses à des questions non résolues, non traitées durant le procès pénal, alors qu'elles sont essentielles pour pouvoir aller de l'avant. L'expérience judiciaire est souvent vécue par les principaux intéressés comme une épreuve difficile, coûteuse, traumatisante, voire déshumanisante. Et bien souvent, même quand il y a une reconnaissance des faits, une peine prononcée, la réponse pénale reste incompréhensible et ne réalise pas le sentiment de justice éprouvé par les parties. C'est donc à partir du constat des limites du modèle traditionnel de justice et son incapacité à résoudre de manière satisfaisante les multiples répercussions de l'infraction que vient s'épanouir le modèle restauratif, confirmé en plus par des études évaluatives plus que probantes. Des raisons, passons maintenant aux manifestations de ce développement.
Alors, l'intérêt pour la justice restaurative est allé crescendo depuis les premières expérimentations jusqu'à leur intégration dans le système de justice pénale des deux pays. Alors, certes, il a été plus tardif en France, puisque les premières expériences datent de 2010, hein, les expériences officielles datent de 2010, mais la France est allée encore plus loin dans l'officialisation et l'institutionnalisation de la justice restaurative avec la loi de 2014. Au Canada, les premières initiatives de justice réparatrice datent des années 70 et émanent de la société civile. De nombreux programmes de rencontres entre auteurs et victimes ont depuis été implantés un peu partout dans le pays, indépendamment de tout, au départ, de tout cadre officiel ou institutionnel. C'est le cas, par exemple, au Québec, du Centre de services de justice réparatrice créé en 2001 pour promouvoir la pratique des rencontres détenues-victimes dans la province québécoise. Alors, ces initiatives non gouvernementales ont trouvé un écho très favorable auprès des acteurs publics. Déjà, dès 1988, un rapport parlementaire, le rapport Debenay, encourageait les pratiques favorisant la réconciliation entre les auteurs et les victimes. De nombreuses lois évoquent implicitement ou explicitement les principes de justice réparatrice. Et au niveau fédéral, provincial et territorial, on fixe en 2018 un objectif d'augmentation du recours de 5%, donc du recours à la justice réparatrice sur les 3 années suivantes. Donc, si aujourd'hui, dans nos deux pays, la justice restaurative est intégrée dans le système de justice pénale et semble bénéficier d'un large appui des autorités officielles, il faut néanmoins signaler une différence notable relative à son institutionnalisation au sens ici de légalisation. Donc, en effet, contrairement au législateur français qui a souhaité formaliser et inscrire dans le Code de procédure pénale la justice restaurative, article 10-1, il n'existe pas au niveau fédéral canadien un texte équivalent. Alors, parmi les raisons avancées pour expliquer cette absence de formalisation malgré l'engouement officiel, on cite souvent l'argument de la répartition de la compétence législative en matière pénale entre le niveau fédéral et le niveau provincial. Le droit criminel relève du niveau fédéral, l'administration de la justice de celle des provinces, et donc chaque province a la liberté, a la possibilité d'adopter des lois, pour promouvoir les programmes de justice réparatrice. C'est le cas de la province de Manitoba, par exemple, en 2014, qui a adopté une loi permettant le recours à des mesures de justice réparatrice à tous les stades de la procédure, l'équivalent de la loi Taubira en France. Donc, il en résulte une grande diversité, une grande liberté dans le choix et la mise en place de programmes conformément aux besoins, aux contraintes et aux pressions locales. L'envers de la médaille, on s'en doute bien, c'est cette grande hétérogénéité et aussi une implication à géométrie variable sur le territoire canadien donc de ces programmes. En France, malgré un cadre normatif et juridique commun, on constate également cette même hétérogénéité des pratiques sur le territoire national et aussi la multiplication de programmes en dehors du cadre judiciaire, ce qui confirme la résistance de ces pratiques à la standardisation et aussi au cantonnement par le haut. Donc, si la multiplication de ces programmes témoigne de l'intérêt pour la justice restaurative, ce développement est néanmoins limité par la dépendance de cette justice au système traditionnel de référence. Et c'est ce que nous allons voir en deuxième partie. Alors, cette dépendance se manifeste d'une part par l'arrimage de la justice restaurative au système traditionnel de justice et d'autre part par les poids des spécificités culturelles. Concernant le premier point, on l'a vu en France comme au Canada, la justice restaurative est intégrée au système traditionnel de justice et d'ailleurs, c'est à cette condition qu'elle est promue dans les discours officiels qui la présentent comme une démarche complémentaire au procès pénal. Or, cette articulation entre les deux modèles de justice interroge à la fois sur un plan purement conceptuel, mais aussi sur un plan plus pragmatique, les conséquences d'une telle incorporation. Alors, sur le plan conceptuel, l'approche réparatrice a été à l'origine conçue en opposition au modèle punitif qui fonde le système pénal moderne et pour lequel elle offrait une alternative.
Mais cette thèse dite puriste de la justice réparatrice n'a pas résisté face à l'introduction dans le système pénal de mesures affiliées à la philosophie restaurative. Cette récupération, et j'emploie le mot de M. Noro, récupération ou détournement par les institutions pénales de l'approche réparatrice a fait l'objet de nombreuses analyses questionnant la compatibilité entre les deux modèles et la viabilité du modèle réparateur quand il est absorbé par le système pénal. Alors, sans retracer ici toute la littérature, on peut évoquer quelques critiques qualifiant la coexistence des deux modèles de contre nature, de non-sens. Certains mettent en garde contre l'instrumentalisation du discours réparateur par le pénal ou par une surpénalisation du champ social. Alors, parallèlement à ces critiques, d'autres chercheurs ont développé une autre grille d'analyse qui n'oppose pas nécessairement les deux modèles, mais va jusqu'à reconnaître un rôle important à l'État dans la mise en place, y compris si besoin par la coercition, de mesures de justice réparatrice. C'est sans doute toute la richesse de la production scientifique que d'adapter le concept aux évolutions et aux réalités de sa mise en œuvre. Encore faut-il mesurer maintenant les conséquences plus pratiques d'une telle association. Sur un plan pragmatique, l'intégration des réponses restauratives au sein du système conventionnel comporte plusieurs risques. Le plus important est sans doute de voir le modèle réparateur contaminé lui aussi par les mêmes travers que le système traditionnel, notamment l'emprise des logiques punitives et managériales sur le déroulement des programmes restauratifs. En fait, l'intérêt des institutions pénales pour la justice restaurative n'est pas neutre. Leur soutien est conditionné à la réalisation d'objectifs sécuritaires, notamment la baisse de la récidive. Or, il s'agit de finalités complètement étrangères à la philosophie réparatrice et l'absence du résultat peut entraîner un désengagement, comme ça s'est passé par exemple au Canada, à Ottawa ou au Québec, concernant la réduction ou l'arrêt de financement de certains programmes. Je vais aller plus vite. On arrive maintenant à la dernière partie de cette présentation pour voir en quoi le poids des considérations culturelles constitue un frein au développement de la justice restaurative. Et pour ce faire, il faut rappeler rapidement le contexte d'origine de la justice restaurative qui est née donc dans les pays anglo-saxons et elle a pu bénéficier d'un double appui. Une culture juridique, celle de la common law, plus favorable au processus participatif et consensuel de résolution des conflits, et une volonté politique de limiter la surreprésentation des personnes autochtones dans le système judiciaire en adaptant des réponses plus proches de ces communautés. Ces caractéristiques originelles, fondées donc sur les notions de participation et de communauté, expliquent en partie le retard et la résistance de la France dans l'intégration de la justice restaurative. Sa consacration officielle par la loi de 2014 a dû d'ailleurs être adaptée au contexte culturel français et sa mise en œuvre souffre encore de quelques réticences dues à des représentations et des croyances. Alors, concernant les adaptations, j'en citerai deux. On peut évoquer d'abord l'absence dans le texte de toute référence à la communauté parmi les parties prenantes à une mesure de justice restaurative. Alors, cette absence n'est pas seulement due à la connotation négative, péjorative du mot communauté dans la culture française, elle est aussi révélatrice de la résistance à l'implication des acteurs sociaux dans le traitement des affaires pénales. Or, c'est toute l'originalité et la pertinence de la démarche restaurative qui réside justement dans le processus de participation, non seulement des personnes directement liées par l'infraction, mais aussi des acteurs sociaux. L'autre différence fondamentale, c'est la consécration de l'autonomie du processus restauratif par rapport à la procédure judiciaire. Comme le dit clairement la circulaire de mise en œuvre de 2017, l'échec ou le succès d'une démarche restaurative est sans incidence sur la réponse pénale. Or, au Canada, il existe plusieurs modalités de justice réparatrice, dont certaines influent sur le prononcé de la peine. Par exemple, le programme de justice coopérative à Ottawa
qui permet au juge d'ajourner donc le prononcé de la peine en attendant la fin du processus pour ensuite entériner, modifier la proposition. C'est pareil aussi au Québec depuis 2017 avec des mesures de rechange qui permettent, contre le rejet des accusations à l'auteur de l'infraction, de participer à une mesure réparatrice au profit de la victime ou de la communauté. En France, même si théoriquement, les mesures de justice restaurative peuvent intervenir à tout stade de la procédure. Pratiquement, elles sont essentiellement proposées en post-sententiel. Et d'ailleurs, la circulaire précise que même si elles sont proposées, par exemple, la proposition émane de d'une association ou les parties, on a un contrôle d'opportunité et de légalité. Il faut en fait que le procureur donne son accord à la mesure et il contrôle aussi, il reçoit un rapport final sur le processus. Donc, toutes ces précautions montrent à quel point la réception de la justice restaurative dans le contexte français ne peut se départir d'une culture judiciaire forte privilégiant la sanction et le contrôle par la puissance publique des réponses aux conflits de nature pénale. J'aurais pu faire la même aussi comparaison avec le Québec qui a retenu aussi ces mesures très tardivement, vu la similitude avec la culture aussi française. Mais j'en passe et je termine avec les réticences. Les réticences actuellement, donc, qui s'expriment actuellement quant à l'incorporation de la justice restaurative en France. Elles sont exprimées dans le cadre d'une étude qui a été d'ailleurs financée par l'IERDJ. Et on retrouve parmi ces réticences la crainte du recul de l'État au profit des parties privées, le brouillage des domaines de compétences entre les professionnels de la chaîne pénale et les professionnels de la justice restaurative et les acteurs de la société civile, la perte de l'autorité, c'est souvent un sentiment éprouvé par les acteurs à l'encontre de tout dispositif nouveau dispositif qui propose un partage ou une participation à la décision. Pour conclure, donc, on peut dire qu'il existe de part et d'autre une volonté réelle d'ancrer les pratiques restauratives dans le système de justice pénale, mais comme toute nouvelle pratique, cela dépend largement de l'adhésion des différentes parties, que ce soit les acteurs, mais aussi des parties au conflit. Et c'est tout le défi donc, de l'évolution culturelle, des transformations des mentalités pour élargir en tout cas la perspective de la résolution des conflits. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie. Merci. Un grand merci aux deux panélistes. Vos interventions nous permettent de dresser des parallèles non seulement entre initiatives innovantes dans plusieurs juridictions, mais aussi dans plusieurs champs de pratique. Alors, vous avez été top chrono pour le temps alloué. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui. Alors, j'inviterai l'audience à poser vos questions. Oui. On a une. Bonjour, bonjour, bonjour à vous deux. C'était très intéressant. J'essaie de faire un peu le deux, je ne sais pas si vous pouvez commenter, mais c'est surtout à cause des justiciables. Et on a les deux expériences au Brésil, mais ça me donne l'impression, et c'est ça que je voudrais comparer avec vous aussi, dans les actions collectives, ça me donne l'impression que la partie de sujets ou des justiciables ils sont moins participatifs, dans le sens que l'association prend normalement l'action et quelquefois on ne sait même pas les résultats, surtout dans les affaires de consommateurs ou d'autres comme ça au Brésil. Par contre, si on pense à la justice restaurative, ça me prend que l'idée, c'était d'empodérer, je ne sais pas si on peut dire ça, de donner une participation plus forte aux justiciables. Ça veut dire que la victime, et bon, les deux parties sont plus intéressées sur le processus. Alors, je voudrais, si vous pouvez, commenter quelquefois si c'est une impression à vous aussi, au Québec et en France, à propos de ça, ou sinon, si c'est juste une idée que, bon, ça dépend un peu de la portion participative, je ne sais pas si vous pouvez commenter. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre question. Oui, c'est vrai. En fait,
en fait, la non-participation des victimes dans l'action de groupe française, elle est liée en fait de l'attachement de la France au formalisme juridique et plus particulièrement à une règle qui est dénommée la règle nul ne plaide par procureur. Donc, cette règle, elle empêchait l'introduction de l'action de groupe en France pour plus de 30 ans. Et puis, après, en 2014, on a fait une sorte de dérogation à cette règle et on a permis aux citoyens, aux victimes de se représenter par une association qui est agréée par l'État. Parce que selon cette règle, donc, nulle personne ne peut représenter, ne peut intenter une action en justice au compte d'autres personnes. Donc, il faut vraiment que l'État soit présent. Il faut qu'une association agréée qui a comme une procuration de l'État qui soit en mesure de représenter les victimes. Et donc, elle a une sorte de confiance de la part de l'État qu'elle pourra vraiment comme accomplir cette mission jusqu'au terme. Alors qu'au Québec, on avait aussi le même problème puisque la règle nul ne plaide par procureur était aussi présente dans le Code de procédure civile québécois puisqu'il est inspiré du Code français et en particulier du Code civil napoléonien. Mais en fait, ce qu'on a fait au Québec dans les années 70, on a fait une sorte de priorité des besoins de citoyens sur le formalisme juridique et on a décidé d'abroger cette règle et on a permis à une personne qui a été victime de la part de malfaiteurs d'intenter une action en justice sans mandat pour les comptes des autres victimes qui se retrouvent dans la même situation. Mais en fait, aussi, le problème, c'est en théorie. Mais le problème en pratique, qu'il y a donc un représentant du groupe qui va être seulement présent lors de tout le processus. Donc, les autres membres seront comme ou bien absents ou bien ils ne participent pas au processus de l'action collective. Et donc, c'est ce représentant qui se porte, donc c'est comme un porte-parole du groupe. Il va transmettre à tout le groupe donc ce qui se passe pendant le processus. Mais donc, pour moi, franchement, je ne trouve pas que le modèle québécois, c'est beaucoup mieux que le modèle français parce que ici, c'est une association qui présente des membres du groupe, donc, alors qu'au Québec, on permet qu'un seul membre du groupe soit un représentant et qui participe au processus. Mais pour moi, ça reste insuffisant. C'est pour cela que je plaide pour l'introduction donc d'une plateforme numérique donc qui permet à tous les victimes de se connecter, d'être à jour de ce qui se passe, de participer aux différentes étapes et ça permettrait comme genre plus de transparence, ça permettrait aussi à la victime de se sentir que oui, donc elle est entendue donc et ça permettrait une meilleure efficacité pour le processus. Merci. Alors, merci pour votre question. Pour la participation dans un cadre de justice, enfin, dans le cadre d'un programme de justice restaurative, c'est au fondement de cette démarche, hein. C'est la participation active de tous les intervenants, c'est-à-dire des parties concernées, mais aussi des membres de la collectivité, des représentants de la société civile, etc. Alors, c'est vrai qu'en France, avec l'intégration la consécration donc, de la justice restaurative dans le droit français, on a rajouté aussi des obligations d'information au tout début de la procédure, des informations des parties, notamment les victimes, de la possibilité de faire appel à cette démarche. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, la conception française de la démarche d'un programme de justice restaurative se base surtout sur la résolution du conflit entre les deux parties principales et même si dans la littérature, on voit que c'est quand même inspiré du modèle canadien et donc la présence de la société civile, il y a, enfin voilà, il n'y a pas de référence à cette notion dans le cadre français.
Au Canada, l'expérience, elle est déjà plus longue. Donc, il y a bien une participation. C'est déjà, c'est le rôle à la fois des associations, des bénévoles, dans différentes structures, que de faire réunir donc les différentes parties. Merci. Nous avions 2 autres questions. Donc, d'abord ici au milieu, je reviens ensuite à gauche. Alors, merci pour vos présentations. Ma question s'adresse à Madame Samaha et avec éventuellement un commentaire à la suite de la réponse. Et ça porte sur le cybertribunal et la plateforme Parle, par exemple, etc. Alors, si je comprends bien la mécanique, pour ne pas dire le mécanisme, grâce à ces plateformes, mettons, le plaignant et son vis-à-vis discutent du montant de la réparation, par exemple. Alors, l'un dit, je voudrais 50 000, l'autre va dire, l'autre, par le mécanisme virtuel, va répondre, moi, je suis prêt à donner 30 000, et bang, la machine dit, bon, ben alors, c'est 40 000. D'accord. Donc, voilà mon commentaire. Je suis très triste qu'on parle à ce sujet d'accès à la justice. Que ce soit le rétablissement de la paix sociale, ça, tout à fait d'accord, puisque tout différent, c'est finalement un petit grain de sable dans l'engrenage d'une paix sociale. Mais réduire la justice à un marchandage de dollars, je trouve ça, je suis un peu comme Madame Cazot hier, qui exprimait un inconfort. Moi, je suis vraiment très inconfortable que vous disiez, mais enfin, vous n'êtes pas la seule, hein, je sais bien, c'est pas personnel, disons, mais qu'il y a une espèce de discours qui dit que l'utilisation de plateformes numériques contribue ou améliore l'accès à la justice. Je trouve que c'est galvauder l'expression. Alors, on ne va pas ici discourir sur ce qu'est la justice, et on sait très bien aussi que les procès, en vrai, en première instance, on discute beaucoup d'argent. C'est peut-être même regrettable qu'on ne parle pas beaucoup plus de droit, mais en tout cas, certainement, pour ces plateformes qui sont des plateformes d'aide à la négociation de montants, je suis vraiment très triste qu'on parle d'accès à la justice. Merci pour votre question, mais en fait, le but d'une action collective, c'est l'indemnisation. Donc, c'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir une indemnisation pour Non, non, excusez, parce que le cybertribunal, c'est pas que les actions collectives. Je parlais de façon générale, que Ouais. ce soit pour des actions collectives où là aussi on parle d'argent, évidemment, ou pour un règlement entre des consommateurs, même si c'est collectif, et des commerçants, quand même, que ce soit un individu ou une action collective, la mécanique et la philosophie, si j'ose dire, derrière ces règlements, c'est toujours la même chose. Mais je ne comprends pas beaucoup votre question. Comme lorsque moi, j'ai subi un préjudice et donc mon but, c'est d'accéder, de pouvoir accéder au tribunal et d'avoir un processus souple qui me permet d'arriver au résultat que je veux et c'est l'indemnisation. Donc, il représente une somme d'argent qui est pour pour le préjudice que j'ai subi. Donc, lorsque je parle des actions collectives, je parle des procédures de droit civil et donc dont l'objet et le résultat, c'est l'aboutissement à une indemnisation, à une réparation du préjudice qui a été subi par les victimes. Oui, mais ce que je veux dire, d'après ce que je comprends, c'est Oui. qu'avec les objets virtuels, Mhm. le seul discours porte sur le montant et non pas sur la règle de droit sous-jacente. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Mhm. Je veux dire, il y a pas beaucoup à discuter. C'est ma vision de ces plateformes ou de ces outils qui visent purement un discours comptable. Mhm. Mais en fait, c'est un mode aussi extrajudiciaire de règlement des conflits, donc et c'est très différent du règlement judiciaire où là-bas la règle de droit est là. Exactement. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on parle d'accès à la justice pour qualifier ces outils. C'est tout. C'est mon opinion très personnelle. Si je la partage, tant mieux. Si je ne la partage pas, tant pis. Ok, Si je merci peux me beaucoup. permettre, on va continuer la discussion à l'heure du déjeuner, mais on a une dernière question à prendre avant le prochain panel.
Alors, Lionel Jacquot, Deux donc je suis sociologue et donc j'ai posé une question de sociologue. En tout cas, merci pour vos deux interventions. Alors, ma question, elle porte plutôt sur la justice restaurative. Les sociologues des professions parlent plutôt de lutte juridictionnelle au sens de lutte des territoires. Et du coup, j'ai compris, mais vous me corrigerez si j'ai mal interprété vos propos, qu'il y avait plus de réticence, plus de difficultés sur l'intégration de la justice restaurative en France. Et donc, j'ai pas compris si c'était l'autorité judiciaire française qui était réticente ou si c'était les professionnels de la chaîne pénale. Et si c'est les professionnels de la chaîne pénale, se pose la question effectivement de la fabrique de leurs dispositions professionnelles. Et du coup, peut-être la question de la formation. Et je me demandais si effectivement cette justice restaurative, elle était intégrée dans les formations. Alors, j'anticipe sur le prochain panel, mais voilà, je me posais ces questions-là. Alors, merci pour votre question. Effectivement, hein, il y a vraiment alors l'engouement officiel, il s'est, accompagné de beaucoup de démarches, en vue de la formation, la communication, la pédagogie. On a de très, très belles vidéos, sur le site, du ministère de la Justice sur la voilà, de la justice restaurative. Alors en plus, c'est un débat public, on l'a vu avec, des films récents, des documentaires. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais choisi en fait, j'ai regardé le film le jour même où j'ai reçu l'appel à projet. Je verrai toujours vos visages. C'est un très, très beau film et c'est vrai que ça montre un peu que, en fait, la pratique, elle est, la pratique, c'est vrai qu'elle est encadrée. Bon, là, ça se passe dans les centres, de détention, enfin, dans des maisons d'arrêt, et cetera. Mais, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres domaines, hein. C'est beaucoup dans les sciences humaines d'ailleurs, et sociales. Donc, en fait, il y a alors un accompagnement, de la formation, de la communication, etc. Mais c'est une étude en fait sur laquelle je me suis basée. Elle s'appelle Freins et leviers de la justice restaurative en France, qui date de 2016, pluridisciplinaire et qui est partie faire en fait de l'exploration au niveau des acteurs. Alors les acteurs judiciaires, mais aussi des victimes, des personnes qui ont participé, donc des victimes, des auteurs d'infractions, des représentants de la police, etc. Enfin voilà, c'est toutes les personnes qui peuvent être concernées par une démarche de justice restaurative, soit pour la mettre en place, soit pour bénéficier en tout cas du processus. Et on voit ces réticences en fait. Alors, ces réticences, c'est surtout par rapport à... alors, je dis schématiquement, c'est pas de notre culture. On a toujours une culture forte en fait de l'État, hein, de la sanction, un risque d'instrumentalisation par l'auteur de l'infraction. Donc on remet les personnes, alors qu'ils ne devraient pas être appelés auteurs et victimes, mais dans un lien, dans une démarche de restauration des liens, c'est les parties prenantes à ce processus. Donc voilà, il y a tous ces plutôt préjugés qu'on voit. Et par rapport aux acteurs, c'est la question aussi de la réponse, en fait, la réponse de l'État, la réponse pénale. On affaiblit l'État, on affaiblit la réponse. Voilà, donc c'est intéressant, hein. Il y a quelques extraits, comme dans toute étude sociologique, on reprend aussi les paroles et puis on voit que derrière, il y a une question de culture, de mentalité, encore à travailler. Alors, merci beaucoup. On a le temps encore pour 2 questions. J'ai vu une main levée dans le fond et une main à l'avant. Donc, je vais prendre la question au fond de la salle. Est-ce que c'était une main levée tout à l'heure? Elle vaut toujours la question? Non? Il n'y avait pas de question? Bon, alors on va la prendre à l'avant. En fait, j'aurais un peu répondu à la question, donc je ne sais pas si je dois la poser, mais c'est vrai que, en fait, d'abord, quand on parle de comment on se fait les trucs au Québec, je me dis, waouh, quelle société épatante, hein, finalement, on réussit, nous. Mais bon, c'est pas toujours si simple que ça parce que ça prend 40 ans pour y arriver quand même, hein. Juste une chose peut-être pour l'intérêt de la question là, sur l'origine de la justice réparatrice. Elle est très vraisemblablement non autochtone, hein, parce que c'est beaucoup les promoteurs de la justice réparatrice dans les années 70, c'est beaucoup des gens qui sont dans des communautés chrétiennes, en fait.
Et ça s'est beaucoup développé dans les aumôneries de prison. Et je trouve que c'est pas sans intérêt de voir que ça se développe d'abord sur ce plan-là. Et par la suite, bon, on s'est rendu compte que ça correspondait à des ressorts qu'on pouvait éventuellement mobiliser dans les communautés autochtones. Mais dans certains cas, il faut l'organiser. Ça ne vient pas si spontanément que ça, dans le Nord, en tout cas. Mais cela étant, je trouve que là, il y avait une question entre le parallélisme et la pénétration de ces pratiques-là entre le système de justice et puis la société, en tout cas les initiatives qui sont plus sociales, si je peux dire. Et la même question se pose c'est pour ça que les travaux que vous menez sont intéressants à cause de la comparaison entre deux systèmes sociopolitiques et conséquemment socio-judiciaires différents. Et l'idée qu'il y a une forme d'étanchéité ici entre la société civile et l'État, ce qui, dans le fond, est même consubstantiel de la notion de société civile, parce que la société civile, en tout cas en France, c'est tout ce qui n'est pas l'État. Alors que dans la perspective plus nord-américaine, parce que ça, c'est plutôt un fait nord-américain qu'un fait proprement québécois, il y a une forme de plus grande pénétration de fait entre l'État et la société civile. Juste pour faire une image, là, on sait bien que l'État dépense notre argent. Hein. Alors, on paye des impôts, puis l'État dépense notre argent. Donc, on comprend que l'État et nous, c'est la même chose, en fait. Alors qu'ici, l'État et la société civile, c'est deux choses très différentes. Et, euh, et je pense que cette idée-là, qu'en fait, on est tous dans la même chose, on essaie essaie de fonctionner et puis de vivre dans la société. Ce que l'État essaie de faire, ce que le judiciaire essaie de faire, ce qu'on essaie de faire tous les jours dans nos rapports entre nous, ça ne se distingue pas nécessairement si fondamentalement. Et là, ça rend beaucoup plus facile de se dire qu'au fond, on peut faire correspondre une certaine conception de la justice à une autre, que ce n'est pas incompatible et conséquemment qu'il n'y a pas de difficulté de reconnaître qu'il y a de la place dans la trajectoire judiciaire, notamment dans le domaine de la justice réparatrice avec les nouveaux programmes de mesures de rechange générales, où on dit, ben là, essayez de régler les problèmes entre vous. Et le fait, entre autres, mais là, je rebondis un peu sur une chose, mais dans une perspective différente. Dans la justice réparatrice, un des éléments centraux, c'est que l'infracteur s'excuse. Alors, on est dans une autre logique que dans la logique où on revendique un remboursement pour un dommage qu'on a subi. Et que dans beaucoup de cas, c'est tout ce que les victimes demandent d'une certaine façon, c'est que finalement, l'infracteur reconnaisse que... Et ces genres de considérations-là, évidemment, ce pas des considérations qui sont nécessairement prises en charge par le système de justice qui, lui, intervient plutôt pour une sanction qui soit universellement imposée pour des situations équivalentes. Mais ça répond quand même à une conception un peu plus large et plus étendue de ce qui est juste, de ce qui est juste ou pas, de ce qui est attendu ou pas. Qu'est-ce qui est juste, c'est ce qui est attendu et qui n'est pas venu et qui pourrait peut-être venir a posteriori. Il y a des excuses, en fait, ça va ça. Et il y a des lois, d'ailleurs, sur les excuses qui se développent dans certaines juridictions parce qu'on veut laisser de la place à ça, en tout cas en matière de relations conflictuelles entre les personnes. Et la justice réparatrice permet d'une certaine façon ça. Mais au fond, juste pour finir là-dessus, mais je pense que tu as intervenu un peu là-dessus, la conception ou la distinction qu'on fait de façon très stricte entre l'État et la société civile est centrale dans la façon dont l'État, en définitive, intègre ou n'intègre pas ou reconnaît le rôle parallèle et non la pénétration de ces références à la justice dans le système judiciaire. Et je trouve qu'on a la même chose finalement en matière de recours collectif, parce que dans le recours collectif en France, on ne reconnaît le droit d'entreprendre le recours collectif qu'à un certain nombre d'entités très précises nommées, alors que nous, n'importe qui peut éventuellement introduire un recours collectif au nom de d'autres personnes qui ont été lésées pour les mêmes raisons, là, parce qu'il y a un véhicule qui perd sa peinture ou pour n'importe quelle autre raison, un médicament qui est plus dangereux, etc., pour toutes ces raisons-là. Et là, je dirais qu'il y a une place là-dedans qui est un peu différente. La place de la société civile, encore dans les deux cas, est un peu différente. On me demande de conclure. Alors, comme on me donne encore une minute, je vais juste remercier. Je vais remercier pour la présentation. Et merci beaucoup pour votre participation active et merci encore aux conférencières.